Le vrai problème, c'est protéger les routes, éviter de dépenser autant, éviter les accidents nombreux qui se créent et qui, malheureusement, coûtent en termes de vie, mais coûtent également aux transporteurs, parce qu'une route défectueuse, malheureusement, vous conduit à rouler doucement, à consommer plus de carburant et vous revient moins cher. Donc l'objectif, vraiment, ça n'est pas la pénalité. Et c'est une norme, par contre, qui s'applique sur le territoire. Ça veut dire que vous soyez malien, bissau-guinéen ou autre chose, vous devez la respecter. Très bien. Alors, nous allons prendre une autre série de questions. Monsieur Mansour Kama, président de la CNES. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour. Je crois que nous nous connaissons bien depuis très longtemps, donc vous ne pratiquez pas la langue de bois. Et je crois que ça nous mettra à l'aise dans notre débat aujourd'hui. Je suis un peu sceptique, je vous le dis, lorsque j'entends dire que nous allons vers effectivement la baisse du déficit public et que cette performance nous permettra d'avoir une grande marge de manœuvre. Je dis que je suis sceptique parce que, à l'opposé, laisser filer un peu de déficit public, je pense, a souvent soutenu aussi le développement des investissements, notamment des investissements publics. Maintenant, si vous arrivez, vous, à faire coïncider les deux, tant mieux, mais j'ai beaucoup, j'allais dire, de réserves par rapport à cette démarche qui semble plutôt satisfaire ce que nous appelons nos partenaires habituels, que sont le FMI et la Banque mondiale. Mais je ne suis pas sûr qu'au niveau de la répercussion microéconomique et sectorielle, on ait une certaine cohérence par rapport à cela. Seulement, ça fait bien de dire que le Sénégal est un très bon élève et il réussit cette performance. Je le dis d'autant plus que l'un des indicateurs sur lesquels on devrait peut-être se pencher avec M. le Premier ministre, c'est certainement combien d'entreprises ont fermé depuis que le Sénégal, ces dernières années, est allé dans des politiques qui ne traduisaient pas de manière, j'allais dire, très concrète, une stratégie économique orientée vers un développement qui s'appuie sur les secteurs dans lesquels nous sommes peut-être les plus performants ou qui seraient porteurs. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a mis ensemble en termes de réformes et de mesures pour y arriver. Aujourd'hui, nous sommes dans cette poursuite de la baisse du déficit public. Le problème des investissements publics est posé, même si effectivement on parlera du rythme auquel nous travaillons en ce qui concerne notamment le code des marchés par rapport aux urgences, mais de manière fondamentale, je m'interroge sur la stratégie. Et je le dis d'autant plus que, et là je passe à un autre point qui est le secteur financier. Minouri parlait des assurances, mais moi je voudrais m'arrêter un peu sur le secteur bancaire et interpeller l'ancien banquier qui est devenu Premier ministre. Plus de 50% de notre système bancaire est entre les mains des Marocains, des banques marocaines. Je ne suis pas sûr que cela soit une bonne chose. Non pas parce que je n'aime pas les Marocains, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de questions stratégiques qui nous interpellent, surtout lorsqu'on sait que le Sénégal vient de signer une masse considérable d'accords avec le Maroc. Est-ce qu'on déroule le tapis rouge pour les entreprises marocaines? Quid de l'intérêt des entreprises sénégalaises et du Sénégal dans tout cela? Je pense aussi que c'est une question stratégique qui va rejoindre d'ailleurs ce que j'appelle le débat que nous devons avoir sur la coopération internationale et comment cette coopération, qu'elle soit bilatérale ou multilatérale, répond aux intérêts du Sénégal dans le sens bien compris d'une conjugaison des intérêts du secteur public avec ceux du secteur privé national. Et les expériences que nous avons vécues depuis très longtemps ne nous confortent pas dans l'idée qu'il y a encore une rupture par rapport à cela. Voilà un peu les deux thèmes sur lesquels, en tout cas, je voulais aborder mon intervention, sachant que peut-être tout à l'heure, on pourra revenir sur d'autres questions. Très bien. Merci, M. Mansour Kama. M. Mambou Diop de l'UNACOIS et Modi Guiro, oui. Merci. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Une question pour chaque intervenant. D'accord. Monsieur le Premier ministre, tout à l'heure, dans votre intervention, vous avez parlé du sucre. C'est un domaine qui,
dans le temps, et personne n'osait en parler, le président de la République a été le premier des présidents du Sénégal à oser s'attaquer à ce secteur, ne serait-ce que pour qu'il y ait une régulation au niveau de l'importation et aussi de la vente au niveau national. Vous avez tout à l'heure dit qu'il y a eu une baisse de plus de 110 francs depuis que vous êtes arrivé. Effectivement, nous le confirmons parce que après la convention que l'UNACOIS a signée avec donc l'État du Sénégal, nous nous sommes rapprochés de vous pour ensemble essayer vraiment d'aider à baisser les prix au maximum. Et à ce titre, nous avons dit que pour ce qui est donc du sucre, ne serait-il pas bon vraiment de réorganiser la filière complètement? C'est-à-dire que nous, on est prêts à vendre tout ce que produit la compagnie sucrière. Mais nous sommes très heureux d'apprendre aujourd'hui que la compagnie sucrière n'a plus la possibilité d'importer et juste elle va se consacrer uniquement à la production nationale. Et tout ce qui sera produit, nous assurons que nous allons commercialiser cela. Et que, en ce qui nous concerne, nous disons que tous les importateurs qui ont récemment bénéficié du quota d'importation sont des membres de l'UNACOIS qui sont prêts aujourd'hui à créer une usine de sucre et demandent l'appui de l'État et surtout, vraiment, qu'est-ce que vous comptez pouvoir faire pour ces gens qui, demain, pourraient embaucher des jeunes Sénégalais? Très bien. Mambou Diop, l'UNACOIS. Mody Guiro de la CNTS. Merci beaucoup. Monsieur le Premier ministre, je vous ai écouté dans votre introduction. Je ne connaissais pas le format donc, de l'émission. Et en vous écoutant, vous avez parlé de redistribution, beaucoup plus de solidarité et d'équité sociale. Ce que nous partageons entièrement. Mais j'ai suivi également le reportage. Et je pense que vous dites ce que vous pensez honnêtement. Et vous agissez également dans l'intérêt du pays, tout en essayant de vous acquitter de la mission, n'est-ce pas, qu'a bien voulu vous confier le président de la République. Et je crois que dans cette façon de présenter les choses, la rétribution, la recherche de l'équité sociale, il faudrait aussi se poser la question sur la composition ou la structure de la famille africaine ou sénégalaise. Et je pense que quand les gens que vous interrogez vous disent que ça ne marche pas, vous réfléchissez en tant qu'économiste, vous avez vos indicateurs et vous dites les indicateurs sont bons, nous sommes dans la bonne direction. Ce qui est juste. Mais ce qui intéresse le citoyen sénégalais, c'est son quotidien. Est-ce qu'ils arrivent à s'en sortir? Est-ce qu'ils arrivent à vivre correctement? Est-ce qu'ils arrivent à payer leur électricité? Est-ce qu'ils arrivent à payer le loyer correctement? Est-ce qu'ils arrivent à se transporter? Est-ce qu'ils arrivent à se soigner? C'est énormément de questions, donc une charge effectivement très lourde pour l'État. Et également des défis pour le président là et le Premier ministre que vous êtes. Mais vous avez indiqué dans votre introduction les priorités auxquelles vous vous attaquez. Moi, je crois très sincèrement que toute cette gamme de questions ne peut être résolue que si nous arrivons à fouetter l'investissement, aussi bien l'investissement public que l'investissement privé. Parce que nous arriverons à réduire tous ces problèmes si nous arrivons à donner des emplois aux Sénégalais. Or, l'emploi se crée par l'investissement. Et c'est là la question centrale. Il faudrait, je pense que vous avez des priorités, énormément de priorités, mais je voudrais demander à M. le Premier ministre, dans ces priorités, vraiment, il faudrait pousser pour que l'investissement suive, pour que les emplois puissent suivre, parce que si les emplois marchent, les difficultés vont vraiment diminuer. Je vous remercie. Très bien. Merci, M. Mody. Cheikh Diop de la CNTS FC. Merci, M. le Premier ministre. Moi, je voudrais aborder deux questions qui sont étroitement liées. Il s'agit effectivement de l'emploi des jeunes diplômés, de l'emploi des jeunes en général, des jeunes diplômés, mais aussi de l'énergie. Les dernières statistiques du premier semestre ont prouvé que la production industrielle a baissé de près de 7,9%. Et corrélativement, l'emploi également. On constate par ailleurs que 80% des jeunes diplômés sont sans emploi. Et les causes, à mon avis, sont à rechercher dans la mauvaise gestion de l'accès des jeunes diplômés de l'enseignement supérieur aux professions libérales.
y a une très mauvaise gestion. Le barreau, l'ordre des experts évaluateurs, l'ordre des experts comptables, l'organisation de l'accès à ces professions libérales-là au niveau des diplômés chômeurs n'est pas des meilleurs. Je pense également que au niveau de l'administration centrale, on constate une irrégularité des concours administratifs dans tous les secteurs. Maintenant, au niveau de l'énergie, nous constatons que le premier semestre, on enregistre un déficit de la production industrielle. Parallèlement également, on a enregistré un recul de près de 46% de l'activité pétrolière. Donc il y a un lien entre la production industrielle, la production économique en général et le secteur de l'énergie. Le début du deuxième trimestre, il y a un léger mieux au niveau de l'emploi parce que nous avons enregistré 0,80% de hausse au niveau de l'emploi. Parallèlement, il y a également au niveau des importations pétrolières, au niveau de l'activité pétrolière, en début du premier semestre, également une hausse. Cela veut dire quoi, à mon avis? Cela veut dire que l'État doit définitivement opter à gérer, à une meilleure gestion du secteur de l'énergie. Le secteur de l'énergie, c'est en fait deux sociétés mamelles, la SAR et la Sénélec. La pérennité de la SAR et la bonne gestion de la Sénélec conditionnent notre économie. Et je voudrais interpeller M. le Premier ministre sur la question de la pérennité de la SAR et des réformes qui sont envisagées au niveau de l'électricité. Très bien. Je vais demander, avec votre permission, au réalisateur de nous passer le sujet que nous avons tourné sur l'emploi et nous donnerons la parole à M. le Premier ministre pour les réponses. Et c'est un sujet de Ibou Diouf sur le casse-tête de l'emploi au Sénégal. Regardez. Au Sénégal, près de 60% de la population est composée de jeunes. Dès lors, l'État est obligé d'intégrer dans sa politique la question de l'emploi, surtout pour cette frange de la population. Vous imaginez un jeune de 35 ans qui se lève le matin, qui ne peut même pas donner 500 francs à sa maman. C'est une situation extrêmement difficile. J'ai appris le métier de chauffeur. Je demande à l'État de diminuer les frais pour l'obtention du permis de conduire pour aider les jeunes. J'ai eu à déposer beaucoup de demandes, mais c'est sans suite. C'est très difficile. Nous sommes des jeunes, on a fait des formations. On a longtemps travaillé ici à Dakar. Mais il n'y a plus de job, il n'y a plus de travail. On a fait les maçonneries, l'électricité, câblage informatique. Oui. Les chantiers, on te paye journée 2000, 3000. Oui, ça c'est pas bon quoi. On ne parvient pas toujours à régler cette question difficile, compliquée, complexe, relative à l'emploi des jeunes, c'est vrai. Mais le Sénégal n'est pas un cas isolé. Je peux dire que c'est un phénomène mondial. Même les pays développés en vérité, pour ne pas verser dans le populisme et la démagogie, n'ont pas réussi à régler cette question de façon définitive. Le problème, c'est un problème de politique. Il n'y a pas une véritable politique d'insertion professionnelle au Sénégal. C'est ça le problème fondamental. Il faut qu'aujourd'hui, que notre État, il faut que nos gouvernants se disent qu'il faut d'ici 5 ans avoir une bonne politique d'insertion professionnelle. On ne peut pas quand même, avec un coup de baguette magique comme ça, régler toutes les difficultés ou tous les problèmes. Ça, on ne peut pas le faire. Le dire, c'est verser dans la démagogie. Bon, c'est une situation qui doit se construire, mais qu'on ne peut pas décréter comme ça. Ce n'est pas possible. Deuxièmement, nous avons aussi trouvé une situation extrêmement difficile en termes de déficit budgétaire et de cumul de dettes. Malgré les efforts consentis par l'État du Sénégal, le taux de chômage inquiète les autorités et certains groupements et autres associations continuent à demander le recrutement dans la fonction publique ou en financement. Oui, je crois que nous avons eu la chance de subir une formation en entrepreneuriat avec l'ISEC. Je remercie son président, directeur général, qui nous avait offert gratuitement cette formation. Il y a beaucoup de jeunes dans notre association qui ont leur projet bien ficelé. Aidés par l'ISEC, nous avons nos projets.
mais nous n'avons pas trouvé de financement. Dans le cadre de l'auto-emploi, nous n'avons pas le droit de répéter les mêmes erreurs, nous n'avons pas le droit, en tout cas, de tomber dans les mêmes travers. Il y avait de l'argent qui a été distribué. On ne peut pas faire le recouvrement. On ne parvient même pas à identifier les jeunes à qui on a prêté de l'argent. Même les mutuelles, quand même, on ne peut plus faire la traçabilité. Ce débat autour du thé confirme le problème du chômage ou encore le manque d'emploi, d'où l'urgence de trouver les voies et moyens pour maîtriser le secteur de l'emploi. Ces agences-là ne sont pas créées pour satisfaire la demande d'emploi des jeunes. Ces agences ont été créées pour une raison politique. Ces agences ont été créées pour atteindre un but politique. Et ce but politique, c'est simplement caser leur clientèle politique. Peut-être on peut dire qu'avant, ces agences, quand même, passaient à côté de leur mission ou bien gérer une clientèle politique. C'est possible. Parce que la situation que nous avons trouvée sur place, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. C'est de l'argent qui a été distribué sur des bases subjectives. Et c'est de l'argent, en tout cas, on ne parvient pas à faire le recouvrement de cet argent-là. Donc, en tout cas, il y avait une mauvaise gestion. Centralisation, aller dans les quartiers, sensibiliser les jeunes, recenser les jeunes, leur chercher des emplois. Il y a beaucoup de secteurs ici, les faire les amener dans les villes, oui, ou bien amener les jeunes dans les villages, cultiver la terre, il y a tout ça, financer les jeunes, oui, il y a l'agriculture. Il n'y a pas que Dakar seulement. Au Sénégal, les régimes et les gouvernements se succèdent et chaque équipe a sa vision de la question de l'emploi. Cela n'empêche que le chômage reste toujours une équation à plusieurs inconnus. Oui, Monsieur le Premier ministre, l'emploi, une équation à plusieurs inconnus, ça fait partie des sujets abordés par les intervenants tout à l'heure. Les investissements, la filière sucre également, mais aussi le code des marchés, parce que c'est une question qui préoccupe aussi aujourd'hui. Allons-y pour l'emploi, sur l'emploi des jeunes. Je vais commencer par, parce que les interpellations sont nombreuses, mettre en relation la remarque de M. Guiraud et celle de Mansour. C'est vrai, il faut de l'investissement pour ensuite avoir de l'emploi. L'investissement doit être privé comme public. Dans notre économie, l'investissement public est essentiel. Et je mettrai d'ailleurs ça en relation avec le Code des marchés tout à l'heure. L'investissement public, M. Kama, il dépend également de l'épargne publique. Donc quand on parle de déficit à réduire, on ne parle pas d'investissement à abandonner. Mais il y a dépenses courantes qu'on cherche à réduire, à réadapter, à mieux adapter aux recettes courantes également. Et par contre, on est libre d'endetter, si je fais référence de nouveau de s'endetter, je fais référence de nouveau à la marge d'endettement qui existe au Sénégal pour financer de l'investissement. Donc c'est dans cette démarche qu'il faut se mettre, mais il ne faut pas considérer que baisser notre déficit en matière de finances publiques, ça veut dire arrêter l'investissement. Ça, ce n'est pas du tout cela. Et au-delà de l'investissement public lui-même, l'État a décidé de donner une place particulière à tout ce qui est financement innovant comme les BOT, IPP, etc. Vous avez ensuite évoqué le rôle des banques, essentiel pour financer l'investissement, c'est clair. 50% aux mains des Marocains, je crois que ce n'est pas le taux correct. On doit peut-être être aux environs de 30-33%, mais c'est déjà important que l'économie nationale ne puisse pas contrôler l'essentiel de son système bancaire. Mais le plus important quand même, c'est qu'il y a deux choses. La première, que le système bancaire soit au service de l'économie nationale, quelle que soit sa nationalité. Oui, mais la dure réalité, mais c'est qu'est-ce qu'on fait de la préférence nationale? On a notre système bancaire qui est presque exclusivement contrôlé par des étrangers. Si jamais on nous démontre que telle banque installée
privilégie des intérêts non nationaux aux intérêts nationaux, là, l'État devra prendre ses responsabilités. Mais il faut quand même le démontrer. Première chose. Deuxième chose, donc la première chose, c'est de pouvoir démontrer que la banque n'est pas au service de l'économie nationale. La deuxième chose, c'est quand même, parce qu'il y a un a priori favorable, se mettre dans des dispositions telles que le système bancaire national puisse avoir les moyens de participer à la construction de l'économie nationale. Mais c'est ce qu'on fait, par exemple, avec la BNDE, avec la création de la BNDE, avec le soutien qu'on lui apporte. Et ce sont des éléments qui seront pris en compte par l'État. Concernant le sucre... Mais bon, avant d'arriver au sucre, sur l'emploi, si vous permettez, monsieur le Premier ministre... On est toujours dans l'investissement. Hein. Oui, d'accord, allez-y. On est toujours dans l'investissement parce que la question est intéressante. Merci d'avoir attiré l'attention sur le fait que depuis plusieurs décennies, il a fallu le président Macky Sall pour mettre fin à une situation totalement anormale. Quelle était-elle? Nous avons trouvé une compagnie qui avait en charge, sous forme de monopole, la production de sucre, mais qui avait également un monopole de fait sur l'importation du sucre. La compagnie sucrière sénégalaise. La compagnie sucrière sénégalaise. Vous hésitez à la nommer? C'est une compagnie, elle est seule, donc même quand on ne la nomme pas, on sait de qui il s'agit. La compagnie sucrière du Sénégal. Nous avons considéré que ça n'était pas chose normale, d'autant que des importateurs sénégalais étaient prêts à importer et à mettre sur le marché du sucre à un prix moindre. Donc on est tout de suite allé dans cette direction et on a fini par considérer que la compagnie sucrière devait plutôt s'occuper de production et le marché de l'importation devait être laissé aux Sénégalais. Nous avons mis en place un système, sachant qu'il faut préserver quand même la production nationale, parce que c'est cela qui nous intéresse. Il faut préserver l'investissement dans l'agriculture, donc la production locale de la compagnie sucrière est quand même protégée. Et nous encourageons, nous appelons de nos voeux d'autres producteurs, nationaux en particulier ou pas, mais de l'investissement pour permettre au Sénégal demain de pouvoir être autosuffisant en sucre et donc de développer l'emploi. L'UNACOIS dit qu'elle est prête non seulement à prendre cette production de la compagnie pour la revendre, mais aussi à installer même une deuxième usine de sucrerie. Mais nous ne demandons que ça. Nous sommes totalement ouverts. Que l'UNACOIS se rapproche, comme ils ont eu à signer avec nous, qu'ils montent un projet et ils peuvent être certains que nous serons à leur côté pour soutenir de telles initiatives. Nous ne demandons que ça. Cet investissement privé qu'appelle de ses voeux M. Modiguero, mais nous sommes là pour le soutenir. Alors je reste sur les interpellations de M. Modiguero. C'est vrai, le Sénégalais, et c'est peut-être une bonne chose pour nous gouvernants, parce qu'on n'est jamais satisfait de ce qu'on fait, de notre action. Le Sénégalais est toujours mécontent, il est surtout particulièrement impatient. On a l'impression, quand on vous écoute, que nous sommes là depuis 10 ans et que nous n'avons pas encore mis en marche l'économie sénégalaise. Nous n'avons pas encore fait 2 années, pourtant les choses bougent. Et je suis obligé, pour montrer qu'elles bougent, de faire recours à des indicateurs, parce que c'est eux qui ont un caractère global. Mais au-delà de cela... Vous avez fait 2 ans, il vous reste combien? Ça, ce n'est pas une question qu'il faut me poser à moi, il faut la poser à Monsieur le Président de la République. Si vous vous adressez au Premier ministre. Par contre, si vous vous adressez au Président de la République, il est là pour... Question au Premier ministre qui est ici présent. Vous savez, j'ai l'impression, et je ne comprends pas pourquoi, vous savez, je suis le 13e Premier ministre du Sénégal. 6 avant la première alternance, 6 pendant la deuxième alternance. Les choses se sont accélérées manifestement. Ça a duré 12 ans, 6 premiers ministres, 2 ans par Premier ministre, disons, durée moyenne. Je ne vois pas pourquoi on veut coûte que coûte considérer que mon bail se prolonge alors que je n'ai pas encore fait les 2 années de moyenne. Bon.
À moins qu'il y ait des éléments particuliers qui puissent m'être reprochés, mais je ne comprends pas cette sorte d'acharnement. Mais je suis révocable ad nutum, comme je l'ai toujours été depuis que je suis directeur général d'entreprise, et ça a commencé à 29 ans. Donc je sais qu'à tout moment, je peux partir, c'est le propre mais de pas la fonction que je lettre de démission dans votre poche. Pardon? Comme disait un Premier ministre qui avait tout le temps sa lettre de démission dans sa poche. Vous ne l'avez pas. Comme j'écris vite, je ne l'ai pas forcément dans ma poche. Très bien. La question de M. Mody Guiraud. D'accord. Monsieur Guiraud, le Sénégal, on l'oublie malheureusement trop souvent, appartient au groupe des 35 pays les plus pauvres de la planète. On ne peut pas résoudre les problèmes du Sénégal en un mandat présidentiel, non plus en 2 mandats présidentiels, non plus en 20 ans ou 30 ans. Il faut du temps, il faut de la patience. L'important, c'est de se mettre sur la bonne voie. Et la bonne voie, c'est cet investissement agricole qui a été évoqué. Je généralise au-delà du sucre, bien évidemment. Nous en avons besoin pour assurer la consommation en produits agricoles et produits alimentaires de notre peuple. Ce sont les investissements, je vais y venir pour répondre à la question de M. Cheikh Diop, ce sont les investissements qu'il va falloir faire ailleurs, en particulier dans l'énergie, parce que c'est un élément essentiel de notre compétitivité. Et ce qu'il faut savoir, là également, je suis obligé d'utiliser des données. Nous avons trouvé en 2012 un parc de production de 508 MW. Après plus d'un siècle d'introduction de l'électricité au Sénégal. En 5 ans, le président de la République retient d'ajouter 580 MW. 585 même, MW. Voilà la réalité. Vous aurez 300 MW à Africa Energy, vous en aurez 80 venant de Mauritanie, vous en aurez 125 à Sendou 1, 70 à Taïbandiaï, pour ne citer que cela. Et à des conditions compétitives. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2012, nous avons trouvé une électricité qui coûtait 170, 180 francs le kilowatt, qui était revendue à environ 178 francs, c'est toujours le cas. Imaginez la perte. L'État qui intervient à 120 milliards l'année dernière pour soutenir l'électricité, pour éviter l'augmentation du prix. Voilà le genre d'économie, M. Kama, qu'il faut réaliser pour réduire nos le coût de production de l'électricité. Et sur le coût de production, l'objectif, c'est de le ramener à un niveau convenable par un mix énergétique. Et nous considérons que nous pouvons atteindre les 66 francs, en tout cas inférieurs à 80 francs de manière très nette, d'ici à 4-5 ans. Le Sénégalais qui paye sa facture d'électricité voudrait vous entendre vous engager sur une éventuelle baisse du prix de l'électricité, par exemple. Jusqu'ici, votre gouvernement a peur de dire quelque chose de précis là-dessus. Écoutez. C'est le FMI qui vous pose cette conditionnalité. Mais ce n'est pas le FMI. La réalité économique aurait voulu que le kilowattheure qui coûte 118 francs aujourd'hui, au consommateur, disons le prix payé par le consommateur, soit payé au moins 200 francs. Au moins. C'est ça la réalité. La différence est prise en charge par l'État. Convenez quand même que nous devons d'abord éliminer cette différence prise en charge par l'État avant d'en venir à baisser le prix au niveau du consommateur. Donc, je puis vous dire que dans le court terme, c'est-à-dire dans les 5 ans, 4 ans, 5 ans, il n'est pas envisageable de baisser le prix de l'électricité. Sauf si le baril du pétrole revient à 25 $.
Au moins les Mais ça ne dépend Sénégalais pas ont entendu cette fois-ci quelque chose de précis. Vous nous permettez, Monsieur le Premier ministre, de signaler l'arrivée sur ce plateau de nos deux confrères, Alassane Samba Diop, directeur de la RFM, et Mamadou Thior, directeur de la rédaction de la RTS. Nous allons leur permettre de poser des questions. Il y a aussi Monsieur MSN, le président du CNP. Alassane, on va permettre à MSN de poser sa question, et puis nos confrères journalistes vont prendre le relais. MSN, vice-président du Conseil national du patronat. Le micro pour lui. Merci beaucoup, M. Khan. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Bonsoir à toute l'assistance. Ma question sera composée de chiffres et se tournera vers le tourisme, évidemment. Le budget du tourisme, 2012-2013, 600 millions de francs. Le nouveau budget que nous a dit le ministre du Tourisme, il y a 2 jours dans son cabinet, va atteindre les 2 milliards. D'autres chiffres, premier semestre 2012, les entrées touristiques au Sénégal, c'était de 218 912 touristes. 2013, premier semestre toujours, 236 950 touristes. Éventuellement une hausse de 8,24%. Dimanche, lors d'une émission, le maire de Gorée disait qu'en 2012, il y a eu 200 touristes qui ont visité l'île. 200 000 touristes. Auparavant, il y a eu une pointe de 600 000 touristes. Ces chiffres nous inquiètent. 4 structures hôtelières, de grandes structures, à Saly, vont fermer à la fin du mois. Monsieur le Premier ministre, le tourisme est un secteur stratégique. Est-ce que vous pensez qu'avec l'établissement des visas, suite aux nombreuses annulations, notamment sur la Petite Côte, la relance du tourisme que nous voulons faire, avec cet établissement de visas, malgré l'exonération de visas pour les touristes, mais quelques tracasseries, voire des formalités difficiles, pensez-vous que le deuxième semestre, nous pourrons même atteindre 200 000 touristes? Je vous remercie, monsieur. Merci, monsieur MSN. Très rapidement quand même, il y a une question importante qui a été posée, qui a trait à l'activité industrielle, au chômage d'une manière générale. Bon, concernant la baisse de l'activité industrielle, en rapport d'ailleurs avec l'activité pétrolière, il ne faut pas oublier que l'activité d'exportation vers le Mali a également souffert et que des industries comme celle du ciment, comme celle du pétrole, en ont subi le contre-coup. Par contre, au niveau du ciment, ça repart sur le premier semestre grâce au marché, en particulier de la commande publique. Concernant le recrutement des jeunes diplômés, vous savez, les emplois, ce n'est pas quelque chose de facile à créer. Si ça l'était, nous aurions tous créé des emplois autour de nous. Mais pour permettre une bonne réponse à la question, il y a quand même des chiffres intéressants. Au moins 150 000 demandeurs d'emploi par an. Dans un contexte où des entreprises ferment, on parle de plus de 300 entreprises qui ont fermé en 2012. Comment régler la question de l'emploi dans un contexte comme celui-là? Alors, permettez-moi d'abord de souligner qu'une économie est faite d'unités qui sont des entreprises, entre autres. Il y en a qui meurent, il y en a qui naissent. Je trouve personnellement que c'est une... Et ça, c'est dans toutes les économies du monde. Tous les jours, vous avez des entreprises qui meurent et des entreprises qui naissent.
c'est une manière tendancieuse que de présenter des chiffres en se limitant à celles qui meurent. Quand le taux de mortalité est plus élevé que celui de la natalité... Alors, est-ce que c'est prouvé? Moi, je vous dis le contraire. Il y a plus d'entreprises. Ah oui? Il n'y a aucune raison de maintenir en activité une entreprise non performante. Et elle meurt. Par contre... Est-ce qu'elle ne meurt pas par le fait de l'État qui ne commande plus, qui ne paye plus? L'État a bon dos. L'État a bon dos parce que pour sauver l'entreprise, on dit il faut l'État. Quand l'entreprise meurt, on dit que c'est lui qui l'a tué. Il faut être raisonnable. Vous avez des entreprises qui meurent parce que simplement il y a mauvaise gestion. Des entreprises qui meurent parce qu'elles ne résistent pas à la concurrence sur leur marché. Par contre, nous avons, sur instruction du chef de l'État, donné instruction à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances de faire revivre un système d'assistance aux entreprises en difficulté. Mais l'assistance aux entreprises en difficulté ne signifie pas non plus sauver toutes les entreprises. Il y en a qui vont de toute façon mourir. Et il y en a d'autres qui se créent. Je voudrais donc revenir sur la question de l'emploi et dire que vous avez une solution qui ne va venir que par la croissance. La croissance économique, et qu'il s'agisse du Sénégal, de la France ou d'autres pays du monde, lorsqu'il y a croissance insuffisante, comme ce fut le cas ces dernières années au Sénégal, il n'y a pas création d'emplois. Il faut relever le niveau de croissance pour qu'il y ait création d'emplois. Par contre, il y a des solutions immédiates qui peuvent être trouvées. Ouvrir le recrutement au niveau de la fonction publique, mais il y a des limites. Ouvrir le recrutement à l'occasion de certains concours, mais là également, il y a des limites. Créer, donner une réponse à certaines préoccupations particulières, comme celle de la sécurité. C'est l'idée de M. le Président de la République de créer cette agence pour la sécurité de proximité qui va permettre de recruter 10 000 jeunes. Mais tout cela, ce sont des solutions qui sont en œuvre, qui sont des réponses immédiates, mais la vraie solution, elle viendra de la croissance. Et une croissance à laquelle doivent participer les jeunes. Qui est quand même très faible ces dernières années. Il ne faut pas développer le sentiment du « j'attends que l'emploi vienne me trouver chez moi ». C'est terminé ça. On doit et on va développer l'auto-emploi. Nous sommes en train de négocier des lignes de crédit auprès de bailleurs comme la BIB, comme la BAD, pour permettre le développement de l'auto-emploi dans l'agriculture, dans les services, mettre à contribution la BNDE que je citais tout à l'heure, le système financier décentralisé, parce que la voie, c'est ça. Et il faudra également, problème important, je le mets en relation avec la réflexion sur l'avenir de l'enseignement supérieur, mettre en adéquation notre système de formation et ce dont notre économie a besoin. Parce que là également, il y a des problèmes. Question très précise également posée par M. Guiraud concernant la SAR. Je le rassure tout de suite. La SAR va rester en activité. Par contre, quelle doit être la nature de cette activité? Là, il faut se poser des questions. Si aucune petite raffinerie dans le monde ne parvient à être viable, il va falloir réfléchir à de la reconversion, sans aucun doute. Mais cela, c'est un audit qui doit le permettre, mais il n'est pas possible non plus de soutenir au-delà du raisonnable et par la finance publique, par le coût répercuté aux consommateurs, une unité qui a des difficultés spécifiques sur une partie de son métier et qui peut développer d'autres métiers. Donc il y a une réflexion à avoir. La SAR va être maintenue, mais peut-être dans le cadre, comme cela arrive souvent, d'une restructuration qui reste à réfléchir. Je n'ai pas la réponse immédiate, sinon vous dire que la SAR sera maintenue et qu'au niveau de la Sénélec, des réformes sont en cours, indispensables pour réduire le soutien budgétaire de l'État à la Sénélec. Nous avons l'objectif de réduire ce concours de 40 milliards
au cours de l'année 2013 et à la fin du premier trimestre, nous étions déjà à un peu plus de 20 milliards d'économies réalisées. Donc c'est en cours. Il faut assurer également à la Sénélec, qui est le distributeur d'énergie, la viabilité à long terme, mais sans que cela ne se fasse ni aux dépens de l'État, ni aux dépens des consommateurs. Oui. Dernière réponse au public pour vous laisser à la disposition de nos confrères maintenant. Voilà. Il a évoqué une question importante. Une question importante parce que en avril 2012, la priorité, c'était l'agriculture. Il fallait relancer, après une année de sécheresse, c'était le premier levier pour permettre de booster l'économie. Ça a pas mal marché, on s'en réjouit. Juste après ça, et avant même les récoltes agricoles, nous avons considéré que le second levier devait être constitué par la relance du tourisme qui commençait en octobre. Et nous avons organisé un conseil interministériel sur les instructions du chef de l'État consacré à la question. Un ensemble de décisions ont pu être prises, mises en œuvre. Vous savez, le tourisme, ça dépend d'abord de la concurrence, parce que nous avons des pays voisins, je cite le Maroc, le Cap-Vert, etc., qui font concurrence au Sénégal. Ça dépend également de la qualité des réceptifs disponibles. Ça dépend même avant cela de l'accueil à l'aéroport. Nous sommes allés avec le ministre Youssou N'Dour et avec l'ensemble des membres du gouvernement qui ont participé à ce conseil interministériel, jusque dans le moindre détail, jusqu'à la qualité des toilettes à l'aéroport. Vous avez dû constater que la pagaille qu'il y avait à l'aéroport à l'époque a été résolue quand même. Parce que c'était quelque chose d'inadmissible, d'invivable pour un touriste. Nous avons également, et c'est important, on ne le rappelle pas souvent, agi sur le coût de la destination en termes de voyage. On a introduit la concurrence corsaire. Ça a quand même permis, sur les 6 premiers mois de 2013, de baisser le prix du billet de 26%. Destination Europe. C'est important, c'est un autre élément de lutte contre la cherté des prix. Et ça nous a permis d'augmenter le nombre de passagers transportés vers Dakar de 39%. Ça veut dire que vous vous focalisez sur le touriste étranger, probablement, mais les Sénégalais en ont profité grandement. Et il y a également un tourisme sénégalais. Moi, je viens de passer 4 jours de vacances, j'étais à Saly. J'ai été touriste à Saly, donc ce sont également des éléments qui comptent. Mais il y a quand même progression, elle est insuffisante, mais il y a toute une stratégie à avoir et qui ne doit pas conduire, notamment en termes de promotion, vous avez raison, de souligner notamment la faiblesse du budget 600 affecté. millions. Nous y réfléchissons, et nous considérons qu'il nous faut sortir des sentiers battus. Il est évident que si vous décidez d'utiliser TF1 pour faire votre promotion touristique, vous n'aurez jamais suffisamment de milliards pour cela. Par contre, si vous utilisez les moyens modernes, Facebook, Internet, etc., ça peut être plus facile. Donc il y a une part de responsabilité qui vous revient. La qualité des réceptifs doit être améliorée. Mais dans l'immédiat, des mesures sont prises. Et les visas, vous avez raison, nous y réfléchissons. En termes de procédure, c'est difficile, mais en termes de coût, lorsque vous comparez ça simplement aux économies réalisées sur le prix du billet, on peut quand même retenir que 50 €, ce n'est pas grand-chose. Très bien. Vous êtes maintenant à la disposition d'Alassane Samba Diop et de Mamadou Thior. Et pour les introduire, nous allons regarder un sujet sur les inondations, Monsieur le Premier ministre. Un autre casse-tête pour votre gouvernement, c'est avec Fatou Kiné Dème. Ces conditions, un calvaire, un lendemain incertain pour ces populations de Yeumbeul Nord, Médina Gounass, Djida Thiaroye Kao, Malika, Keur Massar, Wakhinane Nimzatt, entre autres quartiers de la banlieue dakaroise. À quand la fin des inondations, les sinistrés dans l'expectative? Beaucoup de pertes, les frigos, gaz, les lits. Si vous voyez dans les chambres, il n'y a pas de lit. J'ai perdu quelques diplômes de licence à l'université, etc., certificat de travail, tout. Voilà, parce qu'on n'a pas eu le temps de récupérer ça.
c'est l'assainissement qui va changer la situation. Rien d'autre. Ça, c'est bien. Vous voyez ça? Chaque année, les mêmes choses. Chaque année, les mêmes faits. Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Nous ne sommes pas des êtres humains. Si, nous sommes des êtres humains. Tous les intellectuels du Sénégal, d'où viennent? Dans le banlieue. Hein? Et pourquoi on est abandonné? On est abandonné, nous. Conséquence, des risques sanitaires avec les maladies liées à l'eau, parfois des pertes en vie humaine. En témoigne la mort d'un bébé de 15 mois à Yeumbeul. La xey yaram bi xawa tang bi mu tangé muy joy ma am kuma don let muy joy di joy ma dal di kay bot bima ko boté ma naxanto ko bam nelaw bim nelawé ma dem diko teudal tombé ak ñu woma may añ fi ci kër gi ndax suñu kër gi dafa fess ba mëno añ fofu ni ma ko teudalé dal di ubbi buntu bi seuss ci benn bant ñew tok di añ ni ma tibbee benn tibb ñaar ba ñetteel bi tibb ma ko sama taaw bu góor bi ñëw ne ma Anta ma ne ko naa mu ne ma mami mi ngi ci ndox bi ma daal di yuuxu ne wuy mami kon dee na après bi may génnee ma daal di ñëw yéendu ko ma gis ko muy féey noonu. Plan Orsec, plan Diakhaay, plan d'urgence. Aucune mesure n'a jusqu'ici réglé de manière définitive le problème. Selon ce hydrogéologue, revoir les causes fait partie des solutions. L'une des causes premières aussi, de mon point de vue, c'est l'occupation du sol donc par les populations. Le défaut également d'assainissement dans ces localités. À mon avis, il faut reprendre au niveau du Cap-Vert, en fait, au niveau de cette partie, redonner vie, par exemple, aux anciens écoulements, parce que les gens habitent sur ces lits-là. Ensuite, mettre en place un réseau primaire vraiment d'évacuation des eaux pluviales. Et cette solution aussi, à mon avis, il faut l'associer également à un programme d'évacuation des eaux usées. Outre mesure annoncée ces derniers jours par le chef de l'État Macky Sall, le recasement des sinistrés, c'était lors de sa visite dans la banlieue. Nous avons véritablement engagé la guerre contre les inondations. Ces logements, 2000, sur le site de Tivaouane Peulh et de Niague, dont l'impact socio-économique se traduit, vous l'avez dit, par la création de 12 000 emplois directs et indirects, avec une masse salariale globale de près de 2 milliards qui ont été distribués par les entreprises. Désengorger, c'est bien, mais déconcentrer les activités socio-économiques, c'est encore mieux. Une manière pour éviter le retour des populations. Selon des scientifiques, certaines infrastructures routières construites sur des passages d'eau détournent les cours vers les habitations. Des experts estiment nécessaire la création d'institutions techniques très au fait des réalités du terrain. Voilà, Alassane Sambadio, Mamadou Thior. Merci beaucoup, Mamadou, de nous avoir associés à cette émission. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Bonsoir. Je voudrais d'abord revenir sur la question de l'emploi. Tout à l'heure, Monsieur le Premier ministre a parlé des entreprises qui meurent. Mais je pense savoir qu'en début d'année, le président de la République avait demandé à votre gouvernement de s'atteler au diagnostic des entreprises en difficulté. Est-ce que votre gouvernement est conscient que c'est une niche d'emploi? Je parle sous le contrôle de Mody Guiro. Je prends l'exemple que je connais bien de Africamer et de Senemer. Deux sociétés qui emploient des milliers de personnes et qu'on a laissé mourir. Est-ce que réellement, en s'attelant par rapport à cette volonté du chef de l'État de recenser les entreprises en difficulté, où en êtes-vous d'abord? Est-ce que vous êtes conscient que ça peut être une niche d'emploi? L'autre question relative à cette question de l'emploi, c'est l'affaire Aliko Dangote et puis un chef religieux, les héritiers de Seyni Saliou. Au moment où la volonté du gouvernement est de créer des milliers d'emplois, un investisseur qui est là et qui met tout de suite sur la table des milliers d'emplois. Certes, la justice, c'est une vieille dame, mais par rapport à cette affaire-là, est-ce que l'État n'est
quand même pas quelque peu gêné par cette lenteur dans le traitement du dossier quand on sait que bon, c'est toute cette contrée-là de Pout qui en tirera un grand bénéfice. Merci. Alassane. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Bonsoir à tout le monde. Moi, j'ai deux questions. L'une, c'est d'abord sur les inondations. Tous les experts disent que dans la banlieue dakaroise, c'était une nappe phréatique qui était là, avec les forages de Thiaroye qui sont fermés. Donc, ce qui veut dire chaque année, à chaque fois qu'il y aura pluie, il y aura inondation parce que la nappe phréatique est là, qu'il faudrait la pomper pour l'amener ailleurs. Est-ce que la solution, ce n'est pas de réparer ces forages pour détourner l'eau vers les Niayes, pour permettre justement à ces agriculteurs des Niayes qui se branchent clandestinement sur le lac de Guerre, de libérer l'eau pour que Dakar puisse avoir l'eau et aussi les Niayes avoir l'eau. Pourquoi chaque année on met autant de milliards, les problèmes ne sont pas réglés? L'autre question, c'est sur la bonne gouvernance. Vous en avez parlé, les Sénégalais, ils ont vu l'enquête d'Afrobaromètre. L'histoire de la mauvaise gouvernance fait partie de ce qui avait chuté dans l'ancien régime. On parle de contrat de gré à gré. Partout dans la presse, on en parle. Le dernier en date, c'est Africa Energy, qui a signé un contrat de plus de 300 milliards, si je m'abuse, avec la Sénélec. Dans quelles conditions le contrat a été signé? Pourquoi Africa Energy? Qui sont les gens qui sont derrière Africa Energy? Merci. D'abord, sur les inondations, puisque nous venons de voir un sujet là-dessus. D'accord. Sur les inondations, d'ailleurs, M. Diop donne presque l'impression d'être un initié. Parce que la question des inondations a des causes multiples. Et en particulier, le niveau de la nappe phréatique. Et c'est vrai que l'abandon des forages de Thiaroye, je crois qu'il y en a 3 ou 4, qui alimentaient en eau une partie de Dakar, en est une des causes. Ce sont des forages qui ont cessé d'être utilisés parce que il y avait mélange de l'eau consommable avec celle des fosses septiques. Donc, une eau chargée en nitrate. On a abandonné le forage et la nappe n'est plus pompée. Effectivement, l'année dernière, vers la fin de l'année dernière, à l'occasion d'un conseil interministériel, il a été retenu de faire ce que vous venez de dire. Parce que non seulement il s'agit d'une eau en nitrate qui est bonne pour la culture, mais les maraîchers utilisent l'eau de la SDE, qui est une eau à consommer, en payant le prix le plus bas. Il est encore plus bas que celui que payent les consommateurs. Donc, la rationalité économique souhaiterait que cette eau de Thiaroye puisse être pompée et mise à la disposition des maraîchers. Ça permettrait d'économiser plus de 10 000 m3 par jour, d'alléger la pression de Dakar sur le volume d'eau en provenance du lac de Guerre et de réduire une des causes, d'atténuer les conséquences de l'une des causes des inondations. Ce projet est en cours par la SONES et normalement, il doit démarrer au mois de novembre prochain, octobre. En attendant, que répondez-vous à ces interpellations poignantes? Quelqu'un qui dit c'est comme si nous n'étions pas des êtres humains. Vous avez raison. Femme qui pleure parce qu'il y a eu des morts aussi dans ces inondations. Écoutez, c'est particulièrement pénible de vivre ça. Alors, je ne sais pas si c'est une technique de journaliste, mais je trouve quand même qu'il aurait également fallu montrer les images des solutions trouvées, parce qu'elles existent. On ne peut pas régler le problème des inondations de Dakar et du Sénégal en quelques mois. Ce n'est pas possible. J'ai encore à l'esprit l'intervention d'un leader politique qui, en août de l'année dernière, accusait le gouvernement de ne pas avoir réglé le problème des inondations. Mais c'est un héritage que nous avons trouvé. Ensuite, la cause principale des inondations, c'est de la malurbanisation sur des décennies. Ça ne peut pas se régler en quelques mois. Aujourd'hui, je tenais une réunion consacrée aux inondations. On a évoqué par exemple le cas du marigot de Mbao. Mais les gens viennent, construisent dans le marigot. Parce qu'il est sec pendant la période d'avril et de mai. Mais quand il se met à pleuvoir, ça se remplit d'eau. Devant un État laxiste qui laisse faire. L'État qui fait... Je vous garantis que nous sommes en train de détruire.
L'État laxiste, il n'est plus là. On essaie, avec les moyens qui sont les nôtres évidemment, mais c'est surtout la prise de conscience nécessaire. Parfois, j'ai demandé même aujourd'hui qu'un courrier soit adressé au ministre en charge des collectivités locales pour qu'on attire l'attention des collectivités sur ces lotissements qui sont faits, distribués, et qui sont faits sur des zones inondables. Ce n'est pas normal. Donc, les solutions, il y a au moins une part de responsabilité qui est celle de la population, de l'État également qui laisse faire. Il faut que ça s'arrête. Mais il y a un travail de fond qui est en train d'être fait, qui a commencé par des urgences et qui se poursuit. Le CICES, l'année dernière, moi je l'ai visité. Zone totalement inondée. Cette année, j'y suis retourné. Il n'y avait plus d'eau. Grand Yoff, je me souviens également des quasi-pleurs d'une voisine du bassin qui craignait que sa maison ne s'effondre. Aujourd'hui, il n'y a plus d'eau. Le problème est résolu. Dalifort, il n'est pas totalement résolu, mais il l'est quasiment, et ça va l'être avant la fin de cette année, parce que les travaux ont été engagés, avec retard à chaque fois à cause du code des marchés, évidemment. On a perdu quand même 6 mois pour ça, etc., etc. J'ai fait le point ce matin sur les 103 stations de pompage ONAS, il y en a 5 qui n'ont pas fonctionné. Et aujourd'hui, toutes fonctionnent. Mais ce sont quand même des éléments importants qu'il faut relater, qu'il faut donner. Il y a des cas spécifiques. Yeumbeul, les eaux n'évacuaient pas. On se demandait pourquoi. Première pluie. Bon, tout de suite après, on essaie de voir, puisque c'était un écoulement gravitaire par buse. Qu'est-ce qu'on retrouve dans les buses? Un réfrigérateur et une carcasse de mousson qui bouchent. Il y a un problème. Les canaux. Je puis vous dire que nous avons pu obtenir de très bons résultats en matière de lutte contre les inondations, mais au moins à 30%, simplement parce que nous avons curé des canaux existants. Mais les canaux sont là, complètement bouchés. Les voies d'eau, je parlais tout à l'heure de Grand Yoff, mais Grand Yoff, là où il y a le bassin de rétention, c'était une mare où les gens pêchaient. Le triangle sud, qui avait tendance à s'inonder très vite, c'était une mare où les gens pêchaient. On a construit sur des chemins d'eau, on a construit dans des anciens marigots. Nous sommes en train de prendre en charge toutes ces questions. Ça ne peut pas se faire en 2 mois, 3 mois, non plus en 1 année. Donc il y a eu une phase d'urgence qui a été traversée. Par contre, à chaque fois qu'il y a problème, nous avons mis en place des solutions alternatives et elles fonctionnent. Quand elles ne fonctionnent pas, parce qu'elles ne fonctionnent pas à 100%, il y a toujours des dératés sur 3%, 2%, parce que vous avez le carburant qui est terminé, vous avez la pompe qui est tombée en panne, qui est réparée le lendemain, mais les progrès qui ont été faits... véreux, certainement. Je ne vais pas aller jusque-là, mais il y a probablement, appelons ça des défaillances humaines, dont il faut tenir compte. Les questions d'Alassane et de Mamadou Thior. Donc j'ai répondu à Alassane Samba Diop en partie. Alors, concernant le marché gré à gré, moi je suis vraiment estomaqué par... comment je pourrais qualifier ça? On a une presse ouéaïoï. Marché gré à gré, 300 milliards, Africa Energy. Et puis, on laisse penser, et je vois d'ailleurs un journaliste pour lequel j'ai beaucoup d'estime, qui s'appelle Adam Agaï, terminer un article en utilisant ça comme modèle de malgouvernance. Je vais vous dire de quoi il s'agit. C'est peut-être vrai qu'il y a un investissement, de 300 milliards de francs CFA. Mais c'est un investissement réalisé par un privé. C'est son droit de réaliser 300 milliards d'investissements. Il s'agit d'un contrat d'achat d'énergie. La Sénélec